Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la polarité des molécules. Alors nous verrons dans un prochain chapitre en quoi cette notion de polarité est importante. Alors tout d'abord, nous allons nous intéresser à la liaison covalente. Et pour cela, nous allons d'abord considérer la molécule la plus simple qui soit, c'est la molécule de dihydrogène, H2. Alors la molécule de dihydrogène est constituée de deux atomes d'hydrogène. Et pour constituer la liaison, chaque atome de la liaison va mettre en commun un électron. Donc rappel, sur quelque chose que vous devez déjà savoir, la liaison covalente, c'est la mise en commun de deux électrons, chaque atome de la liaison en apportant un. Et on représente cette liaison par un petit trait. Alors d'un point de vue microscopique, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien en fait, ces deux électrons vont graviter autour des deux atomes qui sont représentés en blanc sur le petit schéma, constituant une sorte de nuage électronique qui est représenté en gris. Si on considère une molécule un tout petit peu plus compliquée, Cl2, alors Cl2 est constitué de deux atomes de chlore, et vu la structure électronique du chlore, on va avoir la représentation de Lewis suivante, avec trois doublés non liants et la liaison. Comme précédemment, les deux électrons de la liaison vont graviter autour des deux atomes de chlore. Si maintenant on considère la molécule HCl, HCl, donc constituée d'un atome d'hydrogène et d'un atome de chlore, donne la représentation suivante en Lewis avec, autour de l'atome de chlore, trois doublés non liants. Mais maintenant, contrairement à ce qui se passait précédemment, on constate que le nuage électronique est déformé. Il est déformé en ce sens où les électrons ne sont pas également répartis entre les deux atomes. Les deux électrons de la liaison, ils sont plutôt centrés sur le chlore. Autrement dit, le chlore va plus attirer vers lui les électrons de la liaison que H. On dira que Cl est plus électronégatif que H. Et l'électronégativité, c'est la capacité d'un élément à attirer vers lui les électrons de la liaison. Ce que l'on peut représenter par le petit schéma suivant, en prenant bien garde au fait qu'il ne s'agit évidemment pas d'une aimantation. Concernant les valeurs d'électronégativité, alors il existe différentes manières de calculer ces électronégativités. Les valeurs ne sont pas à prendre de toute manière. Par contre, ce qui est à retenir, donc ici l'échelle qui est représentée, c'est l'échelle de Pauling, qui a été évidemment calculée par quelqu'un qui s'appelait Pauling. Donc ce qui est à retenir, c'est le fait que l'électronégativité va croître le long d'une période de gauche à droite, et que le long d'une famille, l'électronégativité va croître de bas en haut. Donc l'élément le plus électronégatif, c'est celui qui est en haut à droite, le fluor. Celui qui est le moins électronégatif, c'est le césium. Vous remarquerez que la dernière colonne, celle des gaz rares, n'ont pas de valeur d'électronégativité. Alors pourquoi est-ce qu'on a travaillé sur cette électronégativité jusque maintenant? En fait, c'est pour définir la polarité de la liaison. Alors on va tout de suite voir ce qu'il en est. Et pour cela, on va bien sûr reprendre la molécule HCl. Alors on vient de voir que Cl était plus électronégatif que H. Alors on peut représenter ce fait sur le petit schéma suivant. Alors la petite flèche signifie simplement que Cl va plus attirer vers lui les électrons que H. Et si Cl attire plus vers lui les électrons de la liaison que H, alors il va avoir autour de lui un petit excès de charge négative qu'on représente par delta-. Et donc, sachant que la molécule est neutre, il va donc y avoir un petit défaut de charge négative, donc un excès de charge positive, si vous voulez, représenté par delta+. Delta, donc la lettre grecque, c'est une fraction de la charge élémentaire E. Alors, je rappelle que E, alors pourquoi est-ce qu'on parle de charge élémentaire? Tout simplement parce que toute espèce chargée a une charge qui est multiple de E. Et dans ce cas, on va dire que la liaison HCl est polaire.
Alors, concernant les échelles de polarité, alors on va représenter sur cette échelle les différences d'électronégativité entre les deux atomes impliqués dans la liaison. Et on va voir qu'il existe 3 types de liaisons. Et on verra enfin des exemples. Alors, premier type de liaison, ce sont les liaisons où les différences d'électronégativité entre les atomes sont faibles. Alors, de manière arbitraire, on prendra comme différence de 0 à 0,5. Dans ce cas, on dira que la liaison est apolaire. Alors, c'est le cas pour toutes les liaisons où les deux atomes sont identiques. La différence d'électronégativité est donc nulle. Et j'ai donné en bas un exemple à connaître, c'est la liaison CH, où la différence d'électronégativité est faible. Donc la liaison est apolaire. Deuxième famille, regroupant les liaisons où la différence d'électronégativité est comprise environ entre 0,5 et 1,5. Dans ce cas, on pourra considérer que la liaison est polaire. 2 exemples à connaître, la liaison CO, la liaison OH. Dernier exemple. Lorsque la différence d'électronégativité devient trop importante, on prendra de manière arbitraire supérieure à 1,5, dans ce cas, l'un des éléments de la liaison va complètement accaparer l'électron. Et on va donc aboutir à une liaison ionique, et non plus une liaison covalente. On n'aura donc plus une molécule, mais 2 ions. C'est le cas des 2 atomes Na et Cl, sodium et chlore. Donc la molécule NaCl n'existe pas. Comme on l'a vu en cours, il s'agit d'un solide ionique constitué des ions Na+, donc c'est l'élément le moins électronégatif, et Cl-, l'élément le plus électronégatif. Dernière notion, le moment dipolaire. Alors, comment définir un moment dipolaire? Alors on va toujours travailler sur l'exemple de la molécule HCl. Alors le moment dipolaire, c'est tout simplement un vecteur, représenté par la lettre grecque mu. Les caractéristiques de ce moment dipolaire mu sont les suivantes. La direction, c'est le long de la liaison. Le sens, c'est de l'élément le moins électronégatif vers l'élément le plus électronégatif, donc delta plus vers delta moins. Et l'intensité, donc la norme de ce moment dipolaire, dépend de la différence d'électronégativité. Plus les différences d'électronégativité sont importantes, plus la liaison est polaire. Pour terminer, et c'était l'objectif de cette vidéo, la polarité d'une molécule. Alors, la définition est très simple, Une molécule est polaire si son moment dipolaire n'est pas nul. Et comment va-t-on calculer ce moment dipolaire? Eh bien, c'est simplement la somme vectorielle, parce que le moment dipolaire c'est un vecteur, des différents moments dipolaires des liaisons. On va voir cela sur 3 exemples. Premier exemple qui est absolument à connaître, c'est l'exemple de la molécule d'eau. Donc je ne reviens pas sur la représentation de Lewis de la molécule d'eau, il faut savoir le faire. Donc H2O avec 2 doublés non liants sur O. Et j'indique les électronégativités de O et de H. Alors, à savoir, par contre, la géométrie de la molécule d'eau, vous devez savoir que la molécule d'eau est coudée. Alors, comment calculer le moment dipolaire de cette molécule? En calculant les moments dipolaires des différentes liaisons. Donc comme H est moins électronégatif que O et que la différence d'électronégativité est comprise entre 0,5 et 1,5, la liaison HO est polaire, ce que l'on peut donc représenter par le moment dipolaire μ1. De même pour la deuxième liaison HO. Le moment dipolaire de la molécule est donc égal à la somme des 2 moments dipolaires, et on constate donc que la molécule d'eau est polaire, avec une partie delta- centrée sur l'atome d'oxygène et une partie delta plus qui est placée environ au centre des 2 atomes d'hydrogène. Deuxième molécule, la molécule de CH4. Donc CH4, à savoir retrouver en Lewis, donc 4 doublés liants. Et la molécule de CH4 est tétraédrique, 4 doublés liants. Les électronégativités de H et de C, donc de 1, de 5, ce qui veut dire que chaque liaison CH est apolaire. La différence d'électronégativité est trop faible. Donc les moments dipolaires de chacune des liaisons sont nuls.
donc le moment dipolaire global est nul, et donc la molécule CH4 est apolaire. Dernier exemple, CO2. Donc voilà la représentation de Lewis de CO2. La molécule de CO2 est linéaire. Donc, les polarités de O et de C, donc les deux liaisons CO sont polaires, avec delta plus sur C, delta moins sur O, et comme les deux liaisons sont identiques, les deux moments dipolaires sont opposés, et donc la somme des deux moments dipolaires est égale au vecteur nul. Donc la molécule CO2 est apolaire, bien que les deux liaisons CO soient polaires. Conclusion. Pour qu'une molécule soit polaire, il y a deux conditions à remplir. La première, c'est que, bien évidemment, les liaisons doivent être polaires. Au moins une des liaisons dans la molécule, en tout cas. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut également que la géométrie de la molécule soit telle que la somme des moments dipolaires ne soit pas nulle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.